Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Déjà pour commencer, petit réglage technique, dites-nous tout. Ouais, parfait. Bon, impeccable. Oui, Alors, donc, bonjour, bon lundi. Donc, je me présente, mais certains d'entre vous me connaissent déjà. Céline Maté, responsable d'unité prestation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Sophie Rouchou qui va vous présenter toute la partie action sociale. Et je vais vous laisser, Sophie, vous présenter. merci Céline. Donc Sophie Rochoux, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'occupe le poste de référente petite enfance au sein de la CAF 52. Merci, Sophie. Alors, donc, comme vous en avez l'habitude maintenant de nos webinaires, hop, on va y aller. Si j'arrive à me retrouver mon diapo, hop. Bon, forcément, quand je dis hop. Bonjour. 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 Si on vous entend. Arrêtez le partage, hop. Je reviens. Je retire la caméra, mais on voit tout le monde. Forcément, j'arrive, hop. Ça arrive. Hop. Ce qu'il y avait venu. Hop. Je vais me laisser là. Alors, hop. Est-ce qu'il est que vous possible voyez de... l'écran? Est-ce qu'il est possible... Alors, on voit bien l'écran, on voit tes slides à gauche, mais... Ouais, mais pourtant, je viens de mettre en diaporama. Alors, hop, afficher. Hop, disposition. Pourtant, j'ai mis affiché en diaporama, mais diaporama. Mais ce qui Oui, c'est est... bien, on voit, t'inquiète pas, Ouais. on voit quand même. Allez, Est-ce on y qu'il est va. possible que chacun puisse couper son micro, s'il vous plaît, pendant la présentation? Hop, voilà. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Alors, donc, comme vous en avez l'habitude, donc le webinaire, donc, nous allons vous présenter les actualités réglementaires de ce mois. Et puis, en dernière partie du webinaire, nous allons faire un zoom sur le baromètre de satisfaction des allocataires 2025 en vous présentant les principaux résultats de la CAF de la Haute-Marne. Alors, est-ce que la slide a bien changé là? Très bien, parfait. Impeccable. Donc, en fait, les actualités de ce webinaire. Donc, on va faire un zoom sur le congé naissance qui va être versé par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, comme vous en avez l'habitude maintenant, chaque janvier de la nouvelle année, il y a la revalorisation des droits aux prestations familiales. Nous allons également vous parler des SMS qu'on envoie aux usagers afin de mieux les informer. Sophie vous parlera de la revalorisation de la prestation de service, de l'accompagnement individuel à la parentalité, donc avec le bilan 2025, du calendrier des aides aux partenaires 2026. Je vous parlerai des aides aux vacances 2026 et Sophie prendra le relais sur la semaine de la petite enfance. Ensuite, je vais vous parler du nouvel algorithme de contrôle plus transparent avec ce que vous connaissez, je suppose tous, le data mining. Et Sophie vous présentera le nouveau magazine de vie de famille. Alors, donc, le congé de naissance, donc c'est un nouveau droit qui est ouvert en 2026. Donc, l'objectif du congé supplémentaire de naissance dans un contexte de baisse de la natalité, c'est de renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes et de donner plus de temps aux familles pour concilier vie professionnelle et vie familiale en favorisant le bon développement de l'enfant dans ses premiers mois.
Donc, il s'agit d'un congé indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie, pas par la CAF. Et il a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Et en fait, il s'ajoute aux congés existants, il ne vient pas les répresser. Donc, en plus du congé maternité, du congé paternité ou congé d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption. La demande se fera auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Au niveau de la CAF, ce nouveau congé de naissance, il n'a pas vocation à se substituer au congé parental d'éducation. Les parents conserveront la possibilité, comme actuellement, de recourir à la prestation partagée d'éducation de l'enfant en cas de cessation partielle d'activité, donc une activité à temps réduit, ou en cas de cessation ponctuelle de l'activité. Le congé supplémentaire, à qui il s'adresse? Il s'adresse à l'ensemble des parents actifs qui remplissent les conditions d'ouverture de droit à la suite d'une naissance ou de l'accueil d'un enfant. Salariés, travailleurs indépendants, agents contractuels du droit public. Donc, qui peut en bénéficier? Donc déjà, c'est les parents d'enfants nés à partir du 1er janvier 2026 ou les parents d'enfants nés prématurément dont la naissance était prévue à partir du 1er janvier 2026. Et vu que le congé naissance concerne également l'adoption, les parents adoptants d'enfants arrivés au foyer entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026. À savoir que chaque parent peut bénéficier d'un ou de 2 mois de congé, qu'il soit pris simultanément ou en alternance avec l'autre parent. Pareil, ce congé est le maximum 2 mois, mais il peut être pris soit en une seule fois, donc 2 mois d'un coup, ou il peut être fractionné en 2 périodes d'1 mois non consécutif. Pour pouvoir bénéficier de ce congé naissance, les parents devront avoir préalablement pris l'intégralité de leur congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Ensuite, au niveau de l'indemnisation, donc l'indemnisation est dégressive. Pour le premier mois, la Caisse primaire d'assurance maladie versera 70% du salaire net le premier mois, puis 60% du salaire net le second mois. Donc ça, je rappelle, l'indemnisation au titre du congé naissance est bien assurée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, ce congé supplémentaire naissance, donc il est accessible, on a dit, pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2026, mais il ne pourra être pris par les parents qu'à compter du 1er juillet 2026. Donc, comment ça va se passer? Pour les enfants qui sont nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, le congé pourra être pris jusqu'au 31 mars 2027, soit dans un délai maximal de 9 mois à compter du 1er juillet 2026. Pour les enfants qui seront nés ou arrivés au foyer à partir du 1er juillet, dans ce cas-là, le congé devrait être pris dans les 9 mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant dans le cadre d'une adoption. Au niveau des formalités administratives, les parents devront informer leur employeur au moins 1 mois avant le début du congé, en précisant la date de début, la durée du congé, et s'ils prennent un congé de 2 mois, s'ils le fractionnent par période d'1 mois ou pas. Voilà pour le congé naissance, donc, versé par la Caisse primaire d'assurance maladie et pas d'impact pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au niveau de la CAF. Voilà. Ensuite, la revalorisation des droits au 1er janvier 2026. Comme vous le savez, chaque année, pour pouvoir recalculer les droits à prestations familiales, nous devons récupérer les ressources annuelles de l'année N-2. Donc là, pour calculer les droits de janvier 2026, nous avons récupéré directement auprès de l'administration fiscale les revenus de l'année 2024. Cependant, dans certains cas, la récupération auprès des impôts ne fonctionne pas. Certains allocataires ne sont pas connus auprès de l'administration fiscale. Donc, dans le cas de la CAF de la Haute-Marne, ça concerne 2000 usagers. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? À partir de mi-octobre, on leur a demandé de faire leur déclaration de ressources 2024 en ligne via leur espace personnel sur le caf.fr. Donc, si ils ne font pas la démarche, pas de droit calculé à compter du 1er janvier 2026. Alors, une nouveauté qui vient d'être mise en place en ce début d'année 2026, c'est l'envoi de SMS aux allocataires dans certains cas. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, en fait, c'est une demande des allocataires. Ils préfèrent être, plutôt que des mails, ils préfèrent recevoir des SMS. Donc, l'objectif de l'envoi de ces SMS, c'est la compréhension des allocataires sur l'évolution de leurs droits et de renforcer la confiance de l'usager par rapport à la CAF. En effet, dans le cadre de l'écoute client réalisée en 2025,
Une part importante d'usagers, à savoir 23%, avait en effet indiqué souhaiter privilégier ce mode de contact dans les relations avec la CAF plutôt que la réception de courrier ou de mail. L'alerte par SMS est jugée plus sécurisée, plus fiable par les allocataires par rapport au mail et plus immédiate par rapport au courrier. L'objectif de l'envoi de ces SMS, ce n'est pas de remplacer les notifications ou les courriers d'appel de pièces que l'allocataire a à ses dispositions sur son espace personnel sur le CAF.fr. Mais en fait, c'est un complément. C'est vraiment pour compléter les outils qu'on a déjà en notre possession. Et en fait, on va voir, on a 4 cas précis d'utilisation des SMS. L'objectif de l'envoi de ces SMS, c'est vraiment d'éviter les ruptures de droit et de sécuriser la relation client. Donc, on va voir, en fait, on a défini, pour l'instant, vu que c'est une phase d'expérimentation, 4 situations dans lesquelles nos gestionnaires conseils allocataires ou les travailleuses sociales vont envoyer des SMS aux allocataires. Donc, la première des situations, c'est lorsqu'à l'issue du traitement d'un dossier à l'allocataire, il y a une variation importante de droit, que ce soit une augmentation ou une diminution, de plus de 300 €. À ce moment-là, l'allocataire va recevoir un SMS pour l'inviter à consulter son compte sur CAF.fr suite à mise à jour de son dossier. Deuxième cas où on va envoyer un SMS à l'allocataire, c'est lorsqu'on lui a réclamé un document et le fait que ce document ne soit pas encore fourni par l'allocataire, ça entraîne une rupture de droit. Là, par exemple, l'allocataire n'était pas trouvé par l'administration fiscale. On lui a demandé de réaliser sa déclaration de ressources 2024 sur son compte et on l'a toujours pas. Donc, les droits ne sont pas actualisés. Et dans ce cas-là, on va envoyer un SMS à l'allocataire pour lui dire « Attention, allez faire votre démarche sur CAF.fr ». Troisième cas, ça va être une relance suite à un contrôle sur pièce. Comme vous le savez, en fait, vu qu'on est sur le principe du déclaratif, les allocataires, dans certains cas, vont être contrôlés via des contrôles sur pièce, comme les contrôles annuels, les contrôles RAC annuels, les contrôles RAC trimestriels ou les data mining. Et lorsqu'en fait, ils ne répondent pas à ce contrôle et ne fournissent pas les pièces justificatives, au bout de 4 mois, ça entraîne une suspension du dossier. Donc, on a décidé, du coup, d'envoyer un SMS aux allocataires quand il manque des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de ce contrôle sur pièce. Et puis, quatrième cas, c'est lorsque on identifie des situations qui peuvent relever d'un accompagnement social. Donc, lesquelles la séparation, les impayés de loyer en aide au logement familial et les cas de première naissance. À ce moment-là, il va y avoir l'envoi d'un SMS à l'allocataire pour lui rappeler l'offre de travail social de la CAF et les modalités de contact avec les conseillers sociaux. Donc là, on est dans une phase d'expérimentation. Donc, on va faire au printemps une première évaluation de ces modèles d'échange pour éventuellement réfléchir, soit adapter la communication et éventuellement élargir le périmètre d'envoi des SMS. Sophie, je vous laisse Oui. la main. Merci Céline. Donc, concernant les aides aux partenaires, la CAF soutient les partenaires en contribuant au financement des équipements et services destinés aux familles par le biais de subventions sur fonds nationaux. Pour l'année 2026, le barème national des aides aux partenaires a été mis à jour conformément à la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 signée entre l'État et la CNAF, avec une hausse significative des financements, soit une augmentation de 278 millions d'euros. À noter pour 2026 des évolutions au niveau des financements à destination de la petite enfance. La revalorisation du prix plafond de la PSU, la prestation de service unique, à hauteur de 2% pour les structures avec un taux de facturation inférieur à 107%. La revalorisation s'appliquant de manière décroissante jusqu'à un taux de facturation de 120%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour les structures dont le taux de facturation est bien inférieur à 120%. La hausse de plus d'1,95% du bonus mixité sociale et également du bonus inclusion handicap. L'évolution de 1,95% de la prestation de service relais petite enfance. Les montants des autres prestations de services demeurent stables. Le barème 2026 des aides sur fonds nationaux est disponible sur le CAF.fr, rubrique professionnelle, offre de services, partenaires locaux, actualité partenaire.
Pour cette nouvelle campagne 2025 et 2026, toutes les structures doivent déclarer leurs données d'activité et financières sur le portail partenaire Service AFAS. L'ensemble des informations et échéances sont disponibles dans la rubrique partenaire des pages locales du site caf.fr. Les données réelles d'activité 2025 sont à transmettre au plus tard pour le 27 février pour les prestations de services EAJE, RPE, aide à domicile, centres sociaux, médiation familiale, espace de vie sociale, espace rencontre, FJT, LAEP, PAEJ, PS Jeunes. Et au plus tard pour le 6 mars pour la prestation de services ALSH. Alors, une slide sur l'accompagnement individuel à la parentalité. Pour rappel, c'est une expérimentation que la CAF a lancée en 2024 et qui a continué en 2025 et qui continuera donc en 2026. Il s'agissait d'une réponse à l'évolution des attentes des parents autour du soutien à la parentalité. Cette nouvelle offre d'accompagnement individuel parentalité, l'offre a donc démarré en mai 2024. Les deux porteurs de projet ont été l'UDAF et l'association La Margelle, qui ont réalisé un flyer commun avec un numéro de téléphone unique pour les rendez-vous. En 2025, une soixantaine d'entretiens ont été menés avec des familles ayant des enfants de 3 ans à 18 ans. Les problématiques rencontrées étaient les suivantes. Un comportement d'opposition de la part d'enfants, la gestion des écrans et des réseaux sociaux, la séparation des parents, le deuil, les comportements addictifs chez les adolescents, le sentiment d'échec de la part des parents. Les parents sont satisfaits du dispositif. Ils reviennent sur les autres rendez-vous proposés avec un maximum de 5 rendez-vous par famille. Donc, nous vous avons remis le flyer avec le numéro de téléphone. Et sur la slide suivante, si tu veux bien. Donc, côté parents, c'est quoi? Être parent n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi, côté parents, vous accompagne sans condition en vous proposant un lieu d'accueil et d'écoute pour toutes vos questions. Un accompagnement parental pour des questions sur la gestion des émotions, les comportements, votre place de parent. Les entretiens sont individuels, gratuits et confidentiels. En tête-à-tête, donc un espace d'écoute, un soutien individuel avec des référents formés à la parentalité. Je vais maintenant évoquer avec vous un calendrier des aides aux partenaires 2026. Afin d'assurer la continuité de vos financements, les appels à déclaration de données financières et d'activité, ainsi que les versements associés sont organisés selon un calendrier précis. La CAF a créé un calendrier 2026 des aides aux partenaires, bientôt disponible sur caf.fr, rubrique partenaires, pour retracer les principales échéances à connaître pour l'année 2026. Et avec ce webinaire, vous en avez donc la primeur. Si tu veux bien passer. Oui, bien sûr, Sophie. Du coup, alors je reprends la main pour vous parler des aides aux vacances, pour vous dire que les notifications vont prochainement être adressées aux familles. Donc, l'objectif de ces aides aux vacances, ça part du constat qu'en France, tous les ans, des milliers d'enfants, de familles et de jeunes ne partent pas en vacances, en grande partie pour des raisons financières. 70% des familles aux revenus modestes renoncent ainsi à s'offrir des vacances. C'est pour cela que la CAF soutient chaque année les familles les plus précaires et les aide à concrétiser, financer leurs projets de vacances, séjours, familiaux, colos. Donc, pour faciliter les départs en vacances, la CAF propose une aide financière aux familles. Donc, il y a l'aide aux vacances famille qui porte bien son nom. C'est pour partir pendant les vacances scolaires en famille avec les enfants, ce qui permet une prise en charge d'une partie des frais de séjour selon la composition du foyer et le quotient familial. Et l'aide aux vacances enfants, donc là, qui permet à l'enfant de partir dans des structures pendant les vacances scolaires et qui permet aussi une prise en charge des frais de séjour des enfants selon la composition du foyer et le quotient familial. Donc, pour toutes les familles qui remplissent les conditions, elles recevront mi-février une notification de la CAF par mail. Les familles peuvent connaître le montant de leur aide sur leur espace Mon Compte. Plus de 4000 familles en Haute-Marne peuvent bénéficier des aides VACAF en 2026.
Toutes les informations sur ces aides seront disponibles sur caf.fr et le webinaire partenaire du mois de mars 2026 sera consacré à la présentation des aides aux vacances. Donc, je vais évoquer avec vous la semaine de la petite enfance. L'association Agir pour la petite enfance est partenaire de la CAF dans le cadre de la semaine de la petite enfance 2026. Elle se déroulera du 14 au 21 mars 2026 dans les EAJE, RPE et MAM de notre département. La CAF offre l'inscription au PAC accompagnement, permettant entre autres un échange individuel avec un référent pédagogique de l'association Agir et l'accès à des webinaires, permettant aussi l'envoi de la boîte pédagogique aux structures inscrites dans le dispositif afin de les aider à construire leurs ateliers et leurs installations pédagogiques proposées aux enfants et aux parents. En plus de ces outils, la CAF en 2026 offre également aux structures l'accès à un webinaire petite enfance qui se déroulera en mars 2026 sur les pédagogies novatrices permettant aux équipes de monter en compétences. Le thème de cette 13e édition s'intitule « Déséquilibre ». Cette semaine de la petite enfance, c'est un moment attendu au niveau des structures qui permet de la cohésion d'équipe et qui permet aux structures petite enfance d'agir aussi en créativité pour proposer des ateliers à destination donc des enfants et des parents. Merci Sophie. Alors, je vais maintenant vous parler du nouvel algorithme de contrôle qui est plus transparent. Il s'agit de l'algorithme du contrôle du data mining, puisque l'année dernière, ça avait fait un peu parler ces modalités de ciblage, hein, parce que finalement, notre contrôle data mining, qui est un contrôle sur pièce, c'est issu d'un algorithme. Et en fait, l'algorithme avait été un peu décrié. Donc, du coup, dans le cadre de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude, la très grande majorité des contrôles déployés par la CAF, à savoir environ 92%, correspond à des régularisations automatisées issues des échanges de données avec d'autres organismes, France Travail notamment, et maintenant, via le DRM, on récupère les revenus d'activité et de substitution. Environ 8% sont des contrôles sur pièce ou sur place réalisés par des agents de la CAF. Pour moins d'1% des contrôles, donc moins de 600 au niveau local, les dossiers ciblés sont identifiés via ce fameux algorithme que l'on appelle data mining. Alors, le data mining, c'est quoi? C'est une démarche statistique qui permet d'estimer une probabilité de risque d'indu dans certains dossiers, afin d'aider à mieux orienter une partie des contrôles. Il s'appuie ainsi sur une grande quantité d'informations présentes dans le système d'information. Depuis janvier 2026, les CAF utilisent une nouvelle version de cet algorithme, revue dans un sens plus éthique et plus transparent. Cette nouvelle version statistique est appelée Data Mining de données entrantes 2026. Alors, cette démarche s'est appuyée en 2025 sur l'adoption d'une charte encadrant le développement et l'usage des algorithmes et la création d'un comité d'éthique. Donc, dans la continuité de ce travail de transparence, la branche famille a fait le choix de rendre public le code source de l'algorithme DMDE 2026 afin de permettre aux parties prenantes de mieux comprendre la logique générale de l'outil et d'éclairer le débat. Donc, en fait, l'objectif de ce nouveau modèle de data mining, c'est de présenter les garanties suivantes pour les usagers. Déjà, il n'y a pas de ciblage de données sensibles ou discriminantes. Certaines informations, par conséquent, étaient écartées dès la conception du modèle de data mining, comme la nationalité, le genre, l'adresse ou encore le lieu de résidence. Il n'y a pas non plus, dans cet outil, de données de comportement. L'outil n'utilise pas les informations liées à la manière dont une personne se connecte sur caf.fr, à l'appli mobile ou à la manière dont il contacte la CAF ou transmet des documents. L'outil n'intègre pas non plus les historiques de contrôle ou de contentieux. Ces informations ne sont pas intégrées. Ainsi, aucune variable retenue dans le modèle ne porte de risque de discrimination, à l'exception de celles relatives aux critères de situation économique. Oui, l'outil va quand même cibler une situation économique plus fragile. En effet, il est quand même toutefois inévitable, puisqu'une large part des prestations versées sont conditionnées aux ressources. Le modèle cible par nature davantage les foyers avec des revenus faibles. Cependant, il cible moins les foyers sans aucune ressource. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de risques de se tromper dans leur déclaration de ressources. Alors que les foyers qui ont des faibles ressources
Vu que, bon, maintenant avec le DRM, ça limite, mais pour la partie déclarative, il y a quand même un risque d'erreur. Le modèle de data mining a enfin été conçu pour être compréhensible et contrôlable. Ainsi, il y a une page dédiée qui a été créée sur le CAF.fr qui présente la démarche, le comité d'éthique, la charte éthique, et met également à disposition de l'ensemble des usagers le code source de l'algorithme. Il y a eu également récemment un article « La CAF et vos données personnelles » qui a été mis en ligne sur le CAF.fr. L'objectif est d'expliquer comment les CAF traitent leurs données personnelles nécessaires pour verser des prestations et garantir la qualité du service et de préciser les mesures de sécurité mises en œuvre pour les protéger dans un contexte où les menaces de cyberattaques se multiplient. Merci Céline. Concernant le nouveau Vie de famille, le dernier numéro du magazine Vie de famille a été diffusé en janvier. Il est disponible sur caf.fr, avec un zoom ce mois-ci sur le burn-out parental. Devenir parent est une expérience unique, avec des joies, mais aussi des bouleversements. La parentalité demande une capacité d'adaptation permanente, responsabilité, organisation familiale et professionnelle, rythme dense. Cet équilibre à trouver peut fragiliser la santé mentale des parents. Vous pouvez donc découvrir dans Vie de famille ce qu'on appelle le burn-out parental et comment s'en préserver. Concernant nos prochains rendez-vous CAF, donc notre prochain webinaire, ce sera le lundi 2 mars à 10h30. Et il va y avoir également une immersion des conseillers France Service et la réunion annuelle des partenaires d'accueil de la CAF le jeudi 5 mars. Donc, notre zoom de ce webinaire, c'est le zoom sur le baromètre de satisfaction des allocataires 2025. En effet, en 2025, une enquête nationale de satisfaction des usagers a été mise en œuvre en 2025, conformément aux orientations de la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. L'objectif était d'évaluer la satisfaction des allocataires par rapport aux services proposés par la CAF, mais aussi d'identifier les leviers d'optimisation de la relation de service et les attentes des allocataires. Pour la précédente période conventionnelle, il y avait eu 2 enquêtes allocataires réalisées, une en 2019 et une en 2022. En 2022, 636 allocataires de la CAF de la Haute-Marne avaient répondu à l'enquête, 63 300 au niveau national. 83% des allocataires du département s'étaient déclarés satisfaits des services de la CAF, tout comme au niveau national. Donc là, l'enquête de satisfaction 2025, elle s'est déroulée au cours du printemps, entre le 10 juin et le 21 juillet. Bah, c'est pas vraiment le printemps, entre le printemps et l'été. 6 000 allocataires ont été interrogés par organisme pour constituer un échantillon suffisamment représentatif d'usagers à l'échelle départementale et nationale. 600 000 allocataires ont donc été sollicités pour cette enquête au niveau national. Le prestataire retenu à l'issue d'un appel d'offres était la société Verian. Cette société a pris en charge la passation de l'enquête avec l'envoi des courriers postaux, des courriels, la gestion des refus, puisque les allocataires pouvaient refuser, les appels des allocataires et la centralisation des résultats. Justement, zoom sur les résultats. Donc, en Haute-Marne, sur cette enquête de satisfaction en 2025, 1407 allocataires ont répondu à cette enquête, soit un taux de répondants particulièrement élevé et qui correspond au plus du double par rapport à 2023. Le taux de satisfaction global est en forte hausse par rapport à 2023, progressant de 7 points pour s'élever à 89,9% de satisfaction globale, soit un résultat supérieur de 4 points à la moyenne nationale. Donc là, vous voyez, taux de satisfaction en 2025, 89,9% contre 83% en 2023. 28% des usagers se déclarent même très satisfaits des services de la CAF. Ce résultat très positif traduit l'engagement quotidien des équipes au service des allocataires haut-marnais et la pertinence des actions menées sur le territoire pour améliorer la qualité de service et l'accueil des allocataires. Donc, sur la totalité des indicateurs, la satisfaction des usagers est significativement supérieure à la moyenne nationale et une forte hausse de la satisfaction par rapport à 2023 est enregistrée, entre 3 et 10 points selon les thématiques, ce qui conforte les évolutions apportées par la CAF de la Haute-Marne à la relation de service. Donc, les niveaux de satisfaction, sur le site internet caf.fr, 93%, l'application mobile, 98%, l'accueil physique, 89% et l'accueil téléphonique, 87%.
Donc, par rapport à l'enquête de 2023, la CAF enregistre les évolutions suivantes en matière de satisfaction. Plus de points par rapport au CAF.fr, plus 10 points par rapport à la satisfaction liée à l'application mobile, plus 11 points de satisfaction par rapport au traitement des courriels, plus 9 points de satisfaction par rapport à la réponse téléphonique, plus 12 points de satisfaction par rapport au traitement des courriers et plus 6 points de satisfaction par rapport au délai de versement des prestations. Pour le site CAF.fr, les allocataires apprécient particulièrement l'espace personnel Mon compte, 96% de satisfaction, la possibilité de faire les demandes en ligne, 95% de satisfaction, ou encore la possibilité de faire toute déclaration de changement de situation en ligne, 94% de satisfaction. En revanche, le chatbot usagé sur CAF.fr est moins connu, qu'à hauteur de 69%. En ce qui concerne la réponse téléphonique, 96% des usagers relèvent l'amabilité des agents d'accueil, 92% les horaires d'ouverture de la plateforme téléphonique et 86% soulignent la clarté de la réponse apportée. Des résultats significativement supérieurs aux moyennes nationales, respectivement de 91, 87 et 81%. Pour les visites à l'accueil, 94% des allocataires sont satisfaits des horaires d'ouverture, du confort et d'aménagement des espaces à hauteur de 93% des allocataires qui ont répondu à l'enquête de satisfaction, ou encore les temps d'attente, 92% de satisfaction des usagers. En ce qui concerne les échanges par mail, 86% des allocataires notent la clarté de la réponse apportée, contre 80% au niveau national, et 82% les délais de réponse, contre 71% au niveau national. Pour le traitement des courriers, 89% des usagers se déclarent satisfaits des délais entre la demande et le moment où les prestations sont payées. Et 88% de l'information sur les conditions pour bénéficier des prestations et des démarches à accomplir. Donc là, en fait, on nous a mis un petit schéma. Donc, on voit sur les principaux indicateurs, sur la satisfaction globale en matière de qualité de service, le site Internet, les appels à la CAF, les visites, les échanges par mail et le délai de prise en compte du courrier à l'allocataire. Donc, nous, à la CAF de la Haute-Marne, on est en orange et la moyenne nationale en bleu. Donc, vous voyez bien que sur tous les items, on est au-dessus de la moyenne de satisfaction au niveau national. Donc, voilà, vous retrouvez à côté les chiffres. Donc voilà, c'était cette infographie synthétique et ses résultats ont fait l'objet d'une mise en ligne sur CAF.fr. Effectivement, si vous vous connectez actuellement sur le CAF.fr, vous avez les résultats de cette enquête de satisfaction menée en 2025. Donc, qui reprend, via cette petite infographie, tous les résultats de l'enquête de satisfaction. Voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Oui, Madame je sais pas. Lina, je vous écoute. Alors, j'ai été très attentive à ce que vous avez dit et très intéressée par les envois de SMS Ouais. et notamment les envois de SMS par rapport aux situations d'impayés, bien évidemment, puisque je suis de l'OPH de Saint-Dizier et je suis aujourd'hui en plus avec Tiffany qui fait les accompagnements vers et dans le logement sur Saint-Dizier. Donc, je voulais savoir s'il y avait un contenu spécifique par rapport aux impayés, si c'était au moment où on vous signale les impayés. Alors, déjà, c'est sur l'ALF, ça ne peut pas être sur de l'APL, puisque le travail social ne porte que sur l'ALF. D'accord. Et après, c'est au moment, effectivement, où on va détecter l'impayé de loyer, puisque l'idée, c'est d'informer l'allocataire qu'il existe une offre de travail social. D'accord. Et du coup, vous avez aussi envisagé un SMS aux bailleurs. Alors, du coup, l'ALF, c'est surtout sur des bailleurs privés. Mais alors, j'évoque ça parce que en groupe de travail en préfecture, on parlait un peu prévention des expulsions, enfin un peu beaucoup. Et du coup, il en était ressorti. Alors, je suis moins concernée puisque je suis un bailleur public, mais qu'il manquait peut-être d'informations au niveau des bailleurs privés, et ça peut être un bon moyen que de mettre en lien. Ouais, parce que c'est vrai qu'un SMS, en fait, on le lit, il arrive, on le lit. Les autres moyens de communication, ils ont leurs limites. Par exemple, un mail, il va tomber dans les spams, on va se dire, on a moins confiance qu'un SMS, ça inspire davantage la confiance, et donc du coup, la lecture de ce dernier, en fait.
Au moins savoir qu'il y a quelque chose à demander. Bon, enfin, en tout cas, j'ai entendu Exactement. ma réponse. Ça ne concerne pas l'APL, donc du coup, Bah non, malheureusement, je l'offre de voyais là travail. une Ouais, super ouais, ouais, ouais. avancée. Non, non, Mais on n'intervient que sur l'aide au logement familial, en fait, l'offre de travail social. Donc, c'est que à partir du moment qu'il y a des enfants et l'APL, nous, on ne gère pas, en fait, les impayés de loyer. C'est bien les bailleurs sociaux qui prennent en charge, en fait. On n'intervient qu'avec les bailleurs privés alors, sur c'est de très l'ALF. excluant pour les familles avec enfants qui perçoivent l'APL Ouais, et qui pourraient avoir là une autre manière d'aborder les difficultés qu'ils rencontrent. Mais bon, peut-être que ça viendra tout à fait. si l'expérience est bonne là-dessus. Merci. Ben, de rien. D'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Et je ne vois pas de message dans le fil de conversation. Bon. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de conversation, bah, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous de votre participation à ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.